On va passer à la deuxième séquence. Que va changer votre projet de loi, Christiane Taubira? Dominique Verdaillan nous rejoint pour l'explication de texte. Merci, madame. Bonsoir Dominique, Bonsoir, les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien. Vous suivez les questions de justice pour la rédaction. Vous avez 20 minutes, c'est à vous. Je vais essayer de ne pas dire « on dit que ». Je vais dire que votre réforme a 3 points. Très rapidement sur les 2 premiers, l'individualisation des peines qui entraînerait la suppression des peines planchers, qui était le dispositif emblématique de Nicolas Sarkozy, la création d'une libération sous contrainte, qui est, si je ne me trompe, pour lutter contre les sorties sèches, qui représentent 80%. Mais nous allons, si vous voulez bien, madame, nous arrêter plus précisément sur la contrainte pénale, sur ce qui s'appelait avant la peine de probation. Alors, on va prendre un exemple. J'ai commis un délit, je suis condamné à une contrainte pénale. C'est-à-dire l'alternative à la prison, pour que ça soit clair. Voilà. Peine Non, alternative à la prison. Je trouve que ça n'est pas ça. Je ne vais pas, Mais je préciserai. je ne vais pas pour en prison. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Et comment je paye ma dette à la société puisque j'ai commis un délit? D'abord, c'est le magistrat qui va décider, c'est-à-dire que le parquet va requérir et le juge du siège va prononcer la décision de jugement. Donc ça se passe au tribunal. Dans notre droit, les audiences sont publiques et contradictoires. Il y aura donc un avocat qui pourra défendre la personne mise en cause, de même que la victime ou les victimes auront leurs avocats. Donc cela se passe dans nos juridictions et pas à la place Vendôme. Ce qu'il faut essayer d'expliquer au grand public, si je peux me permettre, c'est à quoi ressembleront ces peines alternatives. Alors d'abord, concrètement, qu'est-ce qui va m'arriver? Justement, il ne s'agit pas d'une alternative à la prison. Il y a des alternatives à la prison qui sont déjà inscrites dans notre code de procédure pénale. Et ces alternatives à la prison sont, vous le savez, soit le bracelet électronique, le placement extérieur, ça peut être un travail d'intérêt général, ça peut être des peines amendes. Il y a donc des alternatives que le juge, d'abord, le juge prononce une peine d'incarcération ferme ou d'incarcération avec sursis. Vous savez que la loi pénitentiaire de 2009 a prévu que jusqu'à 2 ans de peine de prison ferme, la peine peut être aménagée. Elle peut être, elle ne doit pas l'être, elle peut être aménagée. C'est une décision du juge d'application des peines. Et bien entendu, le travail est fait en amont par les conseillers d'insertion et de probation. Ça, ce sont des alternatives à la prison. C'est-à-dire que lorsque le juge a prononcé une peine de prison, du fait de la loi de 2009, jusqu'à 2 ans, alors le juge peut prononcer une peine de prison, y compris courte, avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que c'est l'entrée immédiatement à la prison. Arrêter à l'audience. Autrement, vous savez que dans notre droit, nous avons plusieurs niveaux de jugement. Donc, il y a un délai, après un premier jugement, un délai pour faire appel, etc. Donc, lorsque la prison est prononcée de façon définitive, soit le juge prononce un mandat de dépôt, donc la personne va directement en prison, ça peut être pour 3 mois, ça peut être pour 1 an, 2 ans, 5 ans ou davantage, notamment si ce sont des crimes. Lorsqu'il a prononcé ça, donc jusqu'à 2 ans, la peine est examinée, le détenu, enfin pas le détenu, le condamné, les faits, sa situation, sa personnalité, tout ça est examiné, et le juge d'application des peines peut décider d'aménager la peine. Ça, c'est le code de procédure pénale qui lui indique. Ça, c'est comme ça. Parce que je rappelle que nous n'avons encore touché Qu'est-ce qu'elle apporte, la contrainte pénale n'est pas une alternative à la peine, c'est une peine en soi. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce que j'ai nommé les alternatives à la peine, à l'incarcération, ce sont des aménagements de peine. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'exécuter la peine. Là, on ne parle pas d'aménagement de peine, on parle de nouvelle peine. Est une peine en tant que telle. Qui n'est pas une incarcération. Qui n'est pas une incarcération. Alors, de quoi s'agit-il? Mais en cas... Mais donnons des exemples, madame Taubira. Mais en cas de non-respect des interdictions ou des obligations qui sont prononcées par le juge, suivi donc par le conseiller d'insertion et de probation et contrôlé par le juge d'application des peines, une peine de prison peut être prononcée. Mais dites-nous d'abord en quoi consistent ces nouvelles peines. En tant que telle, concrètement, que fait la personne condamnée? C'est une peine en milieu ouvert, comme il y a de nombreuses peines en milieu ouvert, mais qui sont des alternatives effectivement à l'incarcération, dans la mesure où ce sont des aménagements de peine. Donc c'est quoi? C'est réparation du préjudice, travail d'intérêt général, c'est le stage de juge qui citoyenneté? prononcera, il peut prononcer des interdictions, il peut prononcer des obligations. Est-ce que vous pouvez donner des exemples en fait pour que chacun puisse se rendre compte? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Concret. L'activité quotidienne.
l'activité quotidienne, elle sera en place lorsque la loi aura été adoptée. J'explique la contrainte pénale telle qu'elle est conçue dans le texte de loi. Les exemples, on les aura lorsque les juges auront prononcé la contrainte pénale, M. Pujadas. Voilà, mais vous avez peut-être quelques exemples en tête à nous donner de ce que pourraient être ces contraintes pénales. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette contrainte pénale est une peine qui sera exécutée immédiatement. Le tribunal correctionnel, puisqu'il s'agit de délits, un travail et pas de crime, ça peut être d'abord des interdictions. Interdiction cas, de fréquenter, de résider déjà dans des lieux, dans des communes, dans des départements. Ça peut être interdiction de fréquenter certaines personnes. Il peut y avoir des obligations. Au premier rang de ces obligations, la réparation du préjudice infligé aux victimes. Par exemple, si on a tagué un mur, on repeint le mur. Par exemple, oui, c'est une réparation. On essaie d'être concret. Mais pas de victimes. Si par contre on a abîmé le véhicule d'une personne, on peut avoir à réparer. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui nous avons une situation. Cette situation, c'est une récidive qui est importante parce qu'on constate à partir de chiffres que notamment lorsque les personnes, les détenus sortent de prison sans aucun suivi, sans encadrement, sans aucun contrôle, sans aucune contrainte, ces détenus-là, il y a de fortes chances qu'ils recommencent dans les 5 ans. C'est-à-dire qu'il apparaîtrait... C'est lié, monsieur. Oui. Je veux bien que vous isoliez, mais c'est lié. C'est-à-dire que la philosophie, l'idée de ce texte de loi, c'est de lutter contre la récidive pour éviter de nouvelles victimes. Simplement, lutter contre la récidive, ça veut dire neutraliser les facteurs qui aujourd'hui aggravent la récidive et mettre en place un mécanisme qui va réduire les risques de récidive. Simplement, avant de voir la philosophie de votre contrainte pénale, on souhaitait aussi, pédagogiquement, savoir à quoi elle correspondait et surtout aussi dire à qui elle s'applique. Alors on peut peut-être déjà commencer par dire ceux qui sont exclus de cette contrainte pénale, c'est évidemment les crimes, ceux qui ont commis un assassinat. Vous avez un petit tableau à nous montrer. Normalement, il y a un tableau qui devrait suivre. Voilà, donc tout ce qui est les crimes, meurtre, assassinat, un vol à main armée par exemple, ou évidemment le viol. Les délits supérieurs à plus de 5 ans. Le trafic de stupéfiants, puisque c'est 10 ans, le vol avec violence, puisque c'est 7 ans, la corruption, puisque c'est 10 ans. En revanche, sont concernés donc les délits inférieurs ou égaux à 5 ans. Encore une fois, là, c'est la peine encourue qui est prise en compte et pas la condamnation qui entre en ligne de compte. D'autres exemples, donc, ça concerne l'usage de stupéfiants, puisque c'est 1 an au code pénal, l'homicide involontaire, puisque c'est 3 ans, c'est le délit en général des catastrophes, le vol simple, l'escroquerie, 3 ans pour le vol, 5 ans pour l'escroquerie, et l'agression sexuelle, j'allais dire sans circonstances aggravantes, l'attouchement, l'attentat à la pudeur. Est-ce que ce n'est pas choquant que quelqu'un qui est poursuivi, suspecté d'une agression sexuelle, puisse bénéficier d'une contrainte pénale? Il ne va pas bénéficier d'une contrainte pénale parce que ça n'est pas un cadeau, la contrainte pénale. C'est une vraie peine qui sera prononcée Mais il ne va pas en prison. Qui sera prononcée par le magistrat qui va juger s'il faut une incarcération, s'il faut une alternative à l'incarcération ou s'il faut une contrainte pénale. Parce que nous n'avons pas touché à l'arsenal répressif. Le code pénal, là, tel que vous le connaissez, il demeure. Nous ajoutons pour les magistrats la possibilité de prononcer une contrainte pénale en sachant que par cette contrainte pénale, il y a des obligations, des contraintes, un suivi individualisé et plus resserré. Il faut que vous précisiez que dans notre code pénal, qui est sévère, les circonstances aggravantes augmentent très vite. D'ailleurs, vous l'avez dit rapidement pour les agressions sexuelles, parce que vous savez très bien que très vite, il y a des circonstances aggravantes. Et les circonstances aggravantes augmentent très vite le nombre d'années d'incarcération que risque l'auteur des faits. Donc, vous dites avant la philosophie, mais la philosophie, c'est essentiel, parce que je sais bien que toutes ces dernières années, les lois pénales et les lois de procédure pénale ont été adoptées sur le coup de faits divers ou de drames. Et la philosophie, pardon de vous interrompre, c'était plus d'incarcération ces dernières années. Quel est le rôle c'était pas je ne sais pas si c'était une philosophie, c'est un discours politique, c'était des lois pénales totalement contredites par la loi pénitentiaire, avec des injonctions d'incarcérer davantage, de réprimer davantage, mais d'aménager davantage.
ce sont les injonctions des anciens gouvernements. Et d'après vous, ça n'a qui étaient pas marché. très claires. Plus d'incarcération, c'est pas d'après moi, ça ce ne sont les marche pas. chiffres qui le montrent, et c'est surtout la récidive qui le montre. C'est le taux de sortie sèche, c'est-à-dire le nombre de détenus qui sortent des établissements pénitentiaires sans aucun encadrement, sans aucune contrainte. En sachant que la prison a montré ses effets, notamment sur les courtes peines. C'est ce qui est extrêmement important. Parce qu'on voit bien à quel point, en France comme ailleurs, en Europe, dans les pays d'Amérique du Nord, partout où il y a des études et des statistiques, on voit à quel point la prison désocialise. Et nous avons des chiffres qui montrent que le double des personnes, nous avons par exemple 7% de personnes qui entrent en prison en étant sans domicile fixe. Il y en a plus de 14% qui, en sortant de prison, sont sans solution d'hébergement. Donc on sait que cette désocialisation aggrave les risques de récidive. Donc notre souci, la philosophie, c'est d'éviter de nouvelles victimes. Et elle est importante parce que c'est l'objectif qui conduit à construire la réponse au service de cet objectif. Donc la réponse que nous donnons, c'est cela, c'est supprimer les automatismes qui empêchent de prononcer des peines individualisées et adaptées. Alors, Madame la ministre, pardon Dominique, simplement, l'argument essentiel qu'on entend contre cette loi, quand je dis on, il s'agit des adversaires de cette loi, ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne loi, c'est que finalement, la symbolique de la punition disparaît lorsqu'il n'y a pas incarcération et que ces peines seraient moins dissuasives pour ceux qui pourraient commettre des délits. Que répondez-vous à ça? C'est tout simplement complètement faux parce que la contrainte pénale est une vraie peine avec de vraies contraintes, de vraies obligations, un suivi individuel resserré, je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a dans le code pénal, il y a des peines qui sont prononcées par les juridictions qui sont beaucoup moins contraignantes. C'est peut-être pas la même dissuasion. Y compris être enfermé ou bien... On l'évoquait, alors c'est peut-être pas pour ces délits-là, mais repeindre un mur ou réparer un préjudice. Il n'y a pas que des peines d'incarcération. Et la contrainte pénale ne va pas concerner que des délits qui appellent une faute d'incarcération. Non, mais vous avez mis la barre. Je répète que le juge peut continuer à prononcer une peine d'incarcération. Il peut prononcer une peine d'incarcération de 15 jours s'il estime nécessaire. Et si le juge d'application des peines estime qu'il ne faut pas aménager cette peine de 15 jours, il peut ne pas l'aménager et la personne fera ses 15 jours de prison. Donc il n'y a aucune dissuasion. Il y a la volonté. Je sais que c'est une bataille sémantique et politique qu'il faut mener parce que tout le travail d'endoctrinement de ces dernières années a conduit à penser que la prison est la seule solution, la seule réponse possible. Et lorsque les personnes qui font des peines de prison, et notamment des courtes peines de prison, qui de toute façon sortent de prison, mais pour les courtes peines dans les maisons d'arrêt, 98% des personnes sortent de prison en sortie sèche, c'est-à-dire sortent comme ça, avec des risques de récidive. Ça, on le sait. Alors, les discours martiaux de ces dernières années ont consisté à dire aux Français « on les mettra tous en prison ». On en a mis en prison, sauf qu'on a aggravé la récidive et qu'on a permis que soit créé de nouvelles victimes. On a fait en sorte qu'il y ait de nouvelles victimes. Notre souci, mais c'est la préoccupation, mais c'est une préoccupation obstinée du président de la République. Oui, monsieur Pujadas, c'est la sécurité. Et sans la moindre ironie, c'est la sécurité des Français. Il en a pris l'engagement et il veille à ce que cet engagement soit respecté. Donc on a compris, vous avez mis la barre, si je puis dire, pour les délits inférieurs ou égaux à 5 ans, pas d'exclusion en dessous. Est-ce que vous avez évalué le nombre de prévenus qui pourraient bénéficier de cette contrainte pénale? Des chiffres ont circulé la semaine dernière, votre cabinet parlait de 80%, ça peut représenter 80% des futurs condamnés, d'autres chiffres même sont montés jusqu'à 98%. Vous avez évalué ce chiffre? Alors moi je ne sais pas de quoi vous parlez parce qu'on me demandait si j'ai évalué combien de détenus seraient concernés. Les détenus ne sont pas concernés par la contrainte pénale, elle n'existe pas encore. Condamnés. Et lorsque la loi sera votée, elle concernera les délits qui seront commis à partir de ce moment-là. Donc les personnes qui sont actuellement en prison ne sont pas concernées par la contrainte pénale. Par contre, ils sont concernés par les risques de récidive. Par contre, ils sont concernés par les sorties sèches. Par contre, ils sont concernés par le fait que sortant de prison, que ce soit au bout de 3 mois, de 2 ans, de 5 ans, il y a effectivement une aggravation des facteurs de récidive. Ils sont concernés par ça et ça, c'est la situation actuelle.
Et c'est contre ça que nous essayons de travailler en renforçant notamment les effectifs et les moyens. À ce stade, mais est-ce qu'un mineur, par exemple, pourrait bénéficier de cette contrainte pénale? Est-ce que quelqu'un qui est en état de récidive peut être également bénéficiaire de cette... Il est très clairement dit dans le texte que les mineurs ne sont pas concernés par ce texte de loi. Bien. Un récidiviste? Ensuite, concernant les récidivistes. Alors, justement, le fait d'individualiser la peine, qu'est-ce qu'un récidiviste? Vous admettez que récidiver sur un viol, c'est pas la même chose que récidiver sur un délit routier, par exemple, et notamment par un défaut de permis de conduire. Donc, dire les récidivistes comme ça n'a pas de sens. Et le travail que nous voulons faire, justement, d'individualisation... Non, mais un récidiviste sur l'atteinte sexuelle, par exemple. Pardon? Un récidiviste sur une atteinte sexuelle. Il est en dessous de 5 ans. Non, mais vous savez bien... Non. Les atteintes sexuelles, vous l'avez dit vous-même, en dessous de 5 ans, c'est des attouchements, ce sont les circonstances aggravantes. Attendez, moi je connais le procès. Hein. Alors, ou bien on essaie d'expliquer les choses. Non, mais ce sont des questions et je veux bien que chacun sache à quoi. On fait de la pédagogie, Mme Taubira. Alors, la pédagogie, elle me conduit à vous répéter que récidiver pour un viol, c'est un crime, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Récidiver sur un trafic de stupéfiants, par exemple, c'est pas la même chose que récidiver en 2 fois, être à défaut de permis de conduire. Donc, admettez que pour le juge aussi, c'est différent. Voilà, juste ça. Admettez que le juge, si vous lui donnez de la liberté d'appréciation, il apprécie ça, les faits, leur nature, les circonstances, la personnalité de l'auteur de ces faits, de ce délit, son attitude vis-à-vis des victimes. L'attitude n'est pas la même, le même fait, les mêmes circonstances. Vous pouvez avoir un auteur qui va rester désinvolte vis-à-vis de la victime, le juge sera porté à le punir plus sévèrement. Un auteur qui va dire « je réalise la bêtise que j'ai faite, je réalise le tort que je vous ai commis, je vous demande de me pardonner et je m'engage à réparer ce préjudice et je vais commencer par un geste des 2 mains pour réparer ce préjudice », le juge va en tenir compte. Bien. Donc nous donnons le juge est faillible, Mme Taubira. Et sans doute que le juge est faillible, nous le sommes tous, journalistes et ministres également. À ce stade... Donc il s'agit de donner de la liberté d'appréciation au juge pour que le juge prononce la peine la plus adaptée. Il s'agit de prononcer une peine, il ne s'agit pas de faire un cadeau, il ne s'agit pas d'atténuer, il ne s'agit pas d'exonérer, il s'agit de prononcer une peine. Cette peine, nous la voulons efficace. Je vous propose... Efficace. Et efficace vis-à-vis de la victime, efficace vis-à-vis de l'auteur du délit, efficace pour éviter de nouvelles victimes, efficace pour la société. Parce que, M. Verdeillan, nous avons tous intérêt à ce que des personnes qui ont commis un délit ou plusieurs délits cessent. Nous avons tous intérêt à ce que ces personnes-là cessent. Donc nous mettons tout en œuvre pour réduire la récidive. Nous mettons tout en œuvre pour que la justice, dans ses prolongements après le judiciaire, dans l'insertion de la probation, dans le pénitentiaire, avec le travail fabuleux qui est réalisé par les personnels, que la justice soit en capacité de conduire chacune de ces personnes vers le chemin de la responsabilité, qu'elles soient responsables d'elles-mêmes et qu'elles sortent du parcours de la délinquance parce qu'on dira « ouf, moins de victimes ». On a compris le principe. Je vous propose de nous intéresser à un cas concret. C'est une nouveauté, on sera amené à le faire de temps en temps cette saison dans l'émission pour une meilleure pédagogie. En l'occurrence, il s'agit d'un cas douloureux. Bonsoir madame, vous ne souhaitez pas que votre identité apparaisse. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes la mère de Priscilla, 31 ans. Elle est responsable marketing dans une entreprise. On a parlé de cette affaire cet été. Elle a été violemment agressée, et le mot est faible, alors qu'elle regagnait son domicile un soir à Colombes. Elle a été laissée pour morte. C'était il y a près d'1 mois et elle est restée dans le coma jusqu'à ces derniers jours. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que le même soir, 40 minutes plus tard, l'agresseur présumé qui a 26 ans, s'en est pris à une autre jeune femme. Il l'a violée, puis il a volé son sac. Et on a appris aussi qu'il était déjà connu de la police, déjà condamné par la justice pour des violences, des vols et une agression sexuelle. Au moment des faits, il y a 1 mois, il purgeait une peine en semi-liberté pour conduite en état d'ivresse. Il était en semi-liberté, il devait rentrer en cellule à 21 h. Vous avez décidé, madame, de porter plainte contre l'État. Pourquoi et que souhaitez-vous dire ce soir à la garde des Sceaux? Parce qu'il y a des cas comme ce jeune homme qui sont irrécupérables. Tout simplement.
ce personnage, depuis l'âge de 14-15 ans jusqu'à maintenant 26 ans, 50 interpellations, 12 condamnations, très éclectique, recel, trafic de drogue, violence, conduite en état d'ivresse sans permis, enfin, et voilà, il fait un petit peu de tout. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'aurait pas dû, d'après vous, se trouver dans un régime de semi-liberté. Ah ben, je suis pas la seule à le dire. Si vous interrogez le personnel de police qui l'ont connu tout le long de sa jeune vie, tout tend à dire la même chose. Alors, il y avait droit, vous pensez qu'il y a eu en quelque sorte une faute de discernement lorsqu'on a décidé qu'il pouvait bénéficier de ce régime. Il travaillait, je crois, dans une supérette pendant la journée, il devait rentrer à la prison de la Santé le soir. Il aurait dû être à la prison de la Santé au moment où il a agressé votre fille et puis une autre victime 40 minutes plus tard. Vous pensez qu'il y a donc eu un défaut de discernement? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu un défaut de surveillance lors de cette peine de semi-liberté, un défaut de contrôle? Les deux, tout en même temps. C'est vraiment c'est même incroyable parce qu'en fait, il commence son soi-disant stage le 1er juillet. Le 15 juillet, il se blesse en faisant l'imbécile avec des copains. On lui donne donc 15 jours d'arrêt de travail qui l'emmène jusqu'au 30 juillet. Là, il continue sa semi-liberté tranquillement, à ne rien faire toute la journée, à rentrer ivre tous les soirs. Des caméras le filment d'ailleurs. Vous dites à ne rien faire. De pardonnez-moi, vous dites à ne rien faire. Il était censé travailler à cette supérette. Mais non, puisque du 15 au 30 juillet, il était en arrêt de travail. Voilà. Et ensuite arrive le mois d'août, où il est censé aussi travailler, mais personne ne vérifie qu'au mois d'août, le service de restauration pour lequel il travaille est fermé. Donc il passe ses journées dehors, à continuer ses trafics, à continuer sa même petite vie. C'est là que vous parlez de défaut de contrôle sur cette semi-liberté. Ah mais oui, parce que de toute façon, que ce soit fin juillet ou déjà à plusieurs reprises, il rentre en retard, un week-end entier où il ne se représente pas à la prison. Ensuite arrive le 7 août où il prétexte un rendez-vous de kiné et demande à rentrer un peu plus tard. En fait, le un peu plus tard, c'est pas un peu plus tard, c'est minuit moins 5. Il rentre effectivement après avoir tabassé ma fille en la laissant pour morte, en ayant essayé de la violer par-dessus le marché. Ensuite, plus loin, il rencontre cette autre jeune fille que j'appellerais Élise et qu'il viole, qu'il tabasse, qu'il traite comme une vraie chienne. Ce sont ses propres mots, tout en jurant sur le Coran. Et ensuite, il s'en va tranquillement. Donc, il était sobre au moment des faits, mais après, il va s'enivrer et il rentre à la prison. Le mot n'est pas trop fort, bourré, comme ça parlera mieux à tout le monde, avec du sang sur les mains, puisqu'en fait, 5 jours après, quand les policiers l'arrêtent chez lui, il a encore toutes les marques sur les jointures de ses mains, prouvant qu'il a bien cogné. Il a du sang encore sur ses vêtements, il a du sang sur sa sacoche, du sang sur ses chaussures. Il va se coucher tranquillement le jeudi matin. Quand il repart de la prison, il se fait un petit peu gronder. On lui dit, écoute, ça commence à bien faire, ça arrive un petit peu trop souvent. Il part donc le jeudi matin à 6 h de la prison et on ne le reverra pas à la prison jusqu'à ce que lundi matin, les officiers du SRPJ l'arrêtent. Madame, que souhaitez-vous dire ce soir à la garde des Sceaux qui est en face de vous? Auparavant, je voudrais vous demander des nouvelles de votre fille. Ma fille est sortie du coma depuis 2 ou 3 jours. Mais c'est toujours aussi difficile et contrairement à ce que le procureur avait dit à un moment donné, oui, sa vie est toujours en danger. Que souhaitez-vous, qu'attendez-vous de Madame Taubira qui va commenter ce cas dans un instant? Moi, Madame Taubira, quand je l'entends parler de jeunes délinquants, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, ce n'est pas mon métier, je n'ai rien à dire là-dessus. Je peux tout entendre. Par contre, pour des cas comme cet énergumène, comme ce barbare, non. De toute façon, même nos lois, l'emprisonnement, etc., ça ne correspond pas aux actes qu'ils font. Ça ne correspond pas. C'est un barbare, c'est un féroce. C'est pas quelqu'un qui pourra un jour reprendre le droit chemin. Donc moi, je ne parle pas des petites peines, je ne parle pas des jeunes délinquants. Si c'est vraiment de la toute petite délinquance, mais des types comme lui, il y a un mot
Vraiment, ça ne correspond pas à mon langage, mais le mot qui correspond, c'est ordure. Je suis désolée d'avoir à dire ce mot, mais c'est difficile de qualifier cet homme. Ça n'est pas un homme. Dire que c'est un animal, c'est un outrage aux animaux. Donc c'est quelqu'un d'irrécupérable. La violence, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Je veux dire, moi j'ai vu les photos, j'ai vu ma fille à l'hôpital. Elle avait plus de visage, mais je ne sais même pas si vous pouvez imaginer ce que c'est. Merci madame, merci pour votre courage aussi d'être venue témoigner. Puis on souhaite bien sûr de tout cœur le meilleur rétablissement possible pour votre fille Priscilla. Madame la garde des Sceaux, vous voyez qu'il y a plusieurs problèmes qui sont posés là. Le premier, c'est peut-être l'opportunité de cette décision de placer cette personne dans un régime de semi-liberté. Alors la difficulté, on l'a compris, c'est qu'il a déjà été condamné pour agression sexuelle, pour des faits de violence, mais en l'occurrence, il s'agissait d'une conduite en état d'ivresse. Est-ce qu'il y a là, d'après vous, une faute d'appréciation de ceux qui ont pris cette décision? D'abord, je veux saluer le courage de madame. On peut comprendre son émotion et je trouve que une partie des questions que vous lui avez posées, mais bon, pardon, j'éviterai de le dire, mais on peut imaginer la souffrance de cette personne. On peut imaginer la souffrance de sa fille. On ne peut même pas imaginer d'ailleurs. On ne peut même pas imaginer. J'ai une règle, face aux victimes, je fais silence. Là, je cherche mes mots, parce que toujours face aux victimes, je fais silence. Je pense que, par décence, M. Pujadas, ni vous, ni moi, ne traitons de ce cas-là. Ne portons de jugement sur la décision du juge. C'est trop facile. Il importe que le juge puisse s'expliquer sur l'opportunité de sa décision. Mais nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. La justice se rend dans les juridictions, la justice se rend dans les prétoires. Je traduis un peu votre... Je m'incline devant la souffrance de madame. Je comprends que madame ne veuille rien entendre. Je pense que déjà, d'une certaine façon, lui demander de répondre à des questions difficiles, c'est sans doute ajouter à sa peine. Donc pardon, je m'incline, c'est tout. Je m'incline. Elle est libre de ses choix. Elle a souhaité témoigner. Ce n'est pas d'ailleurs la première Elle est fois libre qu'elle de le fait, ses choix, mais bien entendu, et et je salue le courage qu'il faut pour venir témoigner. J'espère aussi que sa fille ira bien. Je sais que l'on me rend comptable de tout et je l'accepte. J'en accepte l'augure. Je n'ai pas souvenir que d'autres gardes des Sceaux aient eu à ce point à répondre aux des décisions de justice, mais j'accepte les accusations directes, j'accepte de répondre parce que je pense que cette souffrance est telle que, elle peut s'exprimer par des mots lorsque les personnes ont le courage de le faire, et en face de ça, on doit s'incliner. Vous disiez tout à l'heure, bien sûr que les juges sont faillibles, tout homme est faillible, les journalistes sont faillibles, tout un chacun est faillible. Est-ce que ce cas particulier, vous n'en connaissez peut-être pas le détail, nous non plus, peut rentrer dans ce cas de figure? Je n'ai pas à en connaître quoi qu'on pense. Est-ce que ce cas particulier peut rentrer dans ce cas de figure? Autrement dit... Mais il est possible que le juge se soit trompé, M. Pujadas. Il est possible que le juge se soit trompé. Sur quelle base je me permettrais de dire que le juge s'est trompé? Vous voulez que nous rejouions les feuilletons de ces dernières années? Chaque fois qu'il y a une décision, une situation douloureuse, chaque fois qu'il y a un drame, chaque fois qu'il y a une tragédie, on trouve un conseiller d'insertion et de probation à accuser, on trouve un juge d'application des peines à accuser, on trouve un procureur à accuser, on trouve un juge du siège à accuser. C'est ce que... Posons la question d'une autre manière. Je ne crois pas que ça atténue la souffrance ni de la victime, ni de la famille de la victime. Le fait de reconnaître des erreurs peut atténuer la souffrance. D'abord, pour reconnaître l'erreur, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'elle soit établie, M. Pujadas. Pour dire les choses autrement, est-ce qu'il ne faut pas, dans ces cas de semi-liberté, dans ces cas de peine alternative à la prison, des moyens de contrôle particuliers, renforcés peut-être? C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. C'est exactement ce que nous sommes en train de mettre en place. Lorsque nous mettons en place cette contrainte pénale,
lorsque nous mettons en place ce suivi resserré. Aujourd'hui, vous avez des sursis mis à l'épreuve qui ne font pas vraiment l'objet de suivi. Et vous avez des sursis mis à l'épreuve qui sont prononcés aussi bien pour une conduite en état d'ivresse ou un défaut de permis ou pour des faits plus graves et qui ne font pas l'objet d'un suivi. La contrainte pénale fera l'objet d'un suivi immédiat et serré. Donc, il s'agit d'améliorer le dispositif. Je pourrais faire facilement, Monsieur Pujadas, le procès de l'ancien gouvernement, parce que la situation actuelle, elle est le résultat des lois qui sont encore actuelles, nous ne les avons pas modifiées, des pratiques, des décisions sur la base de voilà. Je reviens une dernière fois de sur ces 67 lois pénales et 33 lois de procédure pénale qui ont été adoptées avec, je le répète, des injonctions contradictoires. Je pourrais, mais je ne joue pas à ça. Je ne le joue pas en termes de responsabilité politique, je n'y joue pas. Mais j'aurais encore moins l'idée d'y jouer devant la souffrance d'une victime ou d'une famille de victimes. Je reviens une dernière fois sur ce cas précis. Vous avez entendu un homme qui est censé travailler dans une supérette dans le cadre de cette semi-liberté. La supérette est fermée au mois d'août et visiblement personne ne s'en aperçoit. Je vous répète que la justice ne se prononce pas là sur un plateau de télévision. J'en suis profondément désolée. Je suppose les frustrations que cela suppose. Je suppose ce que ça peut ajouter à la douleur. Mais à qui nous rendrions service de faire en sorte que les prétoires se transportent maintenant donc, sur les plateaux de télévision? À qui nous rendrions service? Certainement pas aux victimes les plus vulnérables, les plus à la portée des délinquants et des criminels. C'est certainement pas à ces victimes-là que nous rendrions service. La question qu'on peut poser, puis je vais vous redonner la parole, Dominique, peut-être justement sur les moyens, c'est vous pensez qu'avec votre loi, ces moyens de contrôle seront supérieurs et qu'une telle situation aura moins de chances de se reproduire? Je ne sais plus comment vous le dire, puisque je vous dis que la loi est tout entière tendue vers la lutte contre la récidive et la prévention de la récidive. Mais il y a déjà, j'allais dire, un stock de peines non exécutées. On les chiffre, je crois, à 80 000. Comment pouvez-vous aujourd'hui assurer que ces contraintes pénales de demain, à partir de 2015, seront, elles, exécutées? Vous l'avez dit, il faut des hommes en plus. Il y a peut-être un chiffre qu'on peut voir. Le nombre d'agents de probation qui sont chargés de ce suivi, en France, il est de 2790. Alors c'est une comparaison. Un agent en France surveille, si vous me permettez cette expression, plus de 100 condamnés, quelquefois jusqu'à 200. En Suède, bien sûr, vous me direz, ce n'est pas la même population, un agent pour 20 condamnés. Vous avez certainement entendu, alors c'est bien que vous donniez les chiffres, parce que vous avez certainement entendu que nous avons créé 63 postes de conseillers d'insertion et de probation pour l'année 2013 et que nous en créerons 300, 10% du corps, en 2014, plus 150 à nouveau en 2015. Donc oui, nous mettons les effectifs en place pour le faire avec toute la formation, puisque nous mobilisons l'école pénitentiaire de la justice pour former. L'école est chargée de travailler justement sur les nouvelles méthodes, sur la préparation des nouvelles promotions. Nous avons créé 55 postes pour l'application des peines et l'exécution des peines, plus 40 postes de fonctionnaires, c'est-à-dire 55 postes de juge d'application des peines, de vice-président d'application des peines et de substitut pour l'exécution des peines. Donc oui, nous mettons les moyens. Oui, nous mettons les moyens. Et puis il y a la méthode. Donc il y aura une différence justement entre ce que nous allons faire et ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous allons faire vous apporte des garanties sur le suivi, sur le contrôle. Et dans ce texte de loi, vous avez vu qu'il y a des dispositions qui permettront à la police et à la gendarmerie de prendre des dispositions et des initiatives pour s'assurer du respect des interdictions et des obligations. Et il y avait même une disposition qui allait plus loin par rapport au Code de procédure pénale et que le ministère de l'Intérieur n'a pas souhaité retenir. Donc, voilà, nous apportons des garanties. Vous voulez dire sur lesquelles vous avez perdu l'arbitrage? Non, je n'ai pas perdu l'arbitrage. Il est normal que le ministre de l'Intérieur
évalue la possibilité que ces services ont d'assurer un certain nombre de tâches. C'est tout à fait normal. C'est même pas un arbitrage, ça. C'est le ministre de l'Intérieur qui dit, bon voilà, tel que le ministère est organisé. Voilà. Donc, oui, nous apportons actuellement, c'est comme ça que les choses se passent, effectivement, mais avec peu de moyens. Alors, sur l'exécution des peines, pardon, je n'ai pas répondu, effectivement, à cette question. Alors, on dit beaucoup de choses un peu contradictoires sur l'exécution des peines. Vous avez certainement observé que nous avons actuellement une surpopulation carcérale, aussi bien en maison d'arrêt que dans d'autres établissements. Mais pas évidemment dans les maisons centrales, puisque c'est l'encellulement individuel. Nous avons l'exécution des peines. Pour cette année, l'année 2012 qui vient de s'écouler, il y a eu plus de 90% d'exécution de peines. 90% de peines mises à exécution. Voilà. Donc il y a eu effectivement des stocks d'exécution des peines. Pourquoi? Parce que le système actuel produit cela. Avec la contrainte pénale, la prise en charge est immédiate. Le prononcé des interdictions, des obligations, le suivi individuel resserré, le contrôle par le juge d'application des peines, tout ça c'est immédiat, c'est continu. Le juge d'application des peines, en évaluant sur la base du travail des conseillers d'insertion et de probation, peut décider qu'il renforce le contrôle, il peut décider qu'il l'allège s'il constate que la personne s'implique et est en train de travailler à sa désistance, à sa sortie de la délinquance. Par contre, aujourd'hui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, je le rappelle, 80% de sorties sèches, pas de suivi, des prononcés parfois pour échapper aux peines planchées, qui sont des peines encore plus inadaptées et qui ne font pas l'objet de suivi. Donc oui, les risques, là, ils sont plus importants, compte tenu à la fois du droit actuel, des injonctions contradictoires qui sont données aux magistrats et de la faiblesse des moyens. Mais puisque Dominique, pardon, le temps est écoulé, vous vouliez poser une dernière question sur la prison, je crois. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit que, ça y est, je l'ai dit, vous prenez la lutte contre le tout carcéral, oui. Ça veut dire qu'on arrête de construire des prisons, d'avoir des nouvelles places, le projet qui consistait à atteindre 80 000 places, aujourd'hui on est, je crois, au-dessus de 57 000, c'est tout? On l'abandonne? Alors, ça c'est on dit. Alors, il y a beaucoup de on dit dans ça. Alors, d'abord, je vous rappelle que nous avons déjà livré des établissements. Nous allons en livrer 3 en 2014, l'année prochaine. Nous sommes engagés, ce gouvernement est engagé sur la construction de 6 500 places supplémentaires pour ce triennal. Et nous avons déjà commencé depuis 4 mois d'ailleurs, à travailler sur le triennal suivant. Nous avons des établissements extrêmement vétustes. Je vous rappelle d'ailleurs que la France est condamnée et que les condamnations sont montées à plus de 340 000 € de dommages et intérêts en 2012. C'est un coût pour l'État, c'est l'argent des contribuables français. Les condamnations, aussi bien par la Cour européenne, mais par nos juridictions administratives et par nos juridictions judiciaires. Alors, le nombre de prisons. Sur les conditions. Alors, les 80 000 dont vous parlez, il y a eu un projet de loi de programmation sur l'exécution des peines qui a affiché 80 000 places de prison. Sauf que c'était juste de l'affichage. Et qu'il y a eu une loi de finances rectificative 2 mois après, et qu'à l'occasion de cette loi de finances rectificative, il n'y a pas eu de financement mis pour la construction. Alors 80 000 places, ça voulait dire 23 000 de plus. Et vous, votre objectif? Il n'y a pas eu de financement. Nous, ce gouvernement, tous ceux qui le programment, ils le financent. Donc les 6 500 places supplémentaires pour ce triennal sont financées. Pour le prochain triennal, vous le connaîtrez lorsque le Parlement aura adopté le budget. Mais vous souhaitez qu'il faille aller plus loin? De toute façon, il faut des prisons, mais nous voulons que la prison, les personnes qui sont en prison, vous permettez qu'on rappelle qu'elles en sortent. Elles en sortent. Elles en sortent. Donc ce que nous faisons, c'est faire en sorte qu'elles n'en sortent pas sans contrôle et sans contrainte, avec des risques de récidive. Sinon, elles en sortent. Pas de sortie sèche. Donc nous voulons que la prison joue son rôle. La prison est une institution républicaine qui assume une mission régalienne. Et ce rôle consiste à punir selon la sanction prononcée par le tribunal et à préparer la réinsertion parce que, je le répète, nous voulons que la personne sortie de prison ait une vie normale dans la société. Voilà. Merci. Donc nous construisons les prisons qu'il faut. Il y aura la place, mais la prison, justement, aussi pour le bien de nos personnels qui sont contraints avec cette surpopulation carcérale à faire surtout de la garde, alors que la noblesse de leur métier, c'est faire de la surveillance, mais c'est aussi préparer à la
à la réinsertion. Et il participe d'ailleurs à l'éclairage du juge d'application des peines qui prononce éventuellement des aménagements de peine. Donc nous allons améliorer incontestablement le système et ses résultats. Merci Dominique. Dans un instant, Christiane.